Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Madame la représentante des Nations Unies en Haïti, Mesdames les représentantes des organisations de femmes et les organisations internationales, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est un honneur, un plaisir pour moi d'être invité à ce symposium pour prendre la parole au nom de la société civile, comme me l'a dit Madame la ministre, sur la lutte contre la violence sexuelle et de genre. En cette occasion, je tiens à remercier Madame la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes et son staff du ministère à la condition féminine. Merci, Madame la ministre, d'avoir donné tant d'énergie pour assurer une place aux femmes et aux filles dans l'actuelle transition. En effet, ce symposium réunit ici toutes les forces vives de la nation. Bien sûr, les femmes, Alors, des représentants de communautés, des juristes, des défenseurs des droits de la personne et des représentants de tous les secteurs, partageant un souci commun, le respect des droits des femmes et des filles. Alors, qu'en est-il, Les réalités des hommes et des femmes varient dans le monde. Ce n'est pas seulement en Haïti. Que ce soit d'un continent à l'autre, d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, et même à l'intérieur d'un pays. Elles changent aussi d'une famille à l'autre, selon les revenus de cette famille, l'éducation de ses membres, leur culture, leur religion et surtout aujourd'hui de la conjoncture. La conjoncture que nous vivons aujourd'hui en Haïti, où le corps des femmes est considéré comme une arme de guerre. Toutefois, il semble qu'une tendance se dessine dans le monde. Les femmes et les filles vivent des situations beaucoup plus difficiles que les hommes. Elles sont souvent confrontées à des situations d'inégalité et de discrimination, simplement parce qu'elles sont des femmes, uniquement. Malgré des améliorations que nous avons constatées depuis plusieurs décennies dans bien des régions du monde, et donc spécialement en Haïti, les femmes et les filles sont encore considérées comme inférieures aux hommes. Pour cause, une multitude de femmes sont donc socialisées et socialisent leurs filles à s'effacer, à être soumises et dociles depuis leur naissance. L'injustice sociale, c'est certes, la pauvreté, l'analphabétisme et certaines pratiques sociales et culturelles aggravent la situation des filles. Donc, les hommes, nous sommes, tout le monde dans la salle, doivent le savoir. Les hommes, les femmes, les jeunes ont besoin des informations et d'éducation à propos du respect des droits des femmes et des filles pour rompre avec ces modèles qui prévalent depuis longtemps et constituent des violences basées sur le genre. Donc, faut nous toutes conscients de problème. Dans l'atelier, nous allons le faire là. Faut nous conscients qu'il y a un problème qui est grave. Conjoncture a passé, mais le problème n'a toujours été. Il faut que nous toutes nous ayons des connaissances pour nous connaître des bagailles pour nous pas faire. Même dans la famille, ça c'est petit garçon, ça pour petite fille, ça pas pour petit garçon, etc. C'est eux-mêmes qui doivent faire ça.
L'objectif de ma présence ici parmi vous consiste à développer avec vous, peut-être dans les ateliers, des solutions qui profitent directement aux êtres spécialement vulnérables, en particulier les femmes et les filles. Aussi, devons-nous rassembler les ressources et volontés politiques nécessaires pour mettre fin aux inégalités, aux violences physiques qui continuent à voler à d'innombrables personnes leurs droits, leur enfance et souvent leur vie même. La responsabilité de garantir ces droits appartient tout d'abord, disons les droits des femmes, des filles, tous les droits en général, appartient tout d'abord au plus haut niveau au gouvernement, et nous sommes très contents que le Premier ministre est là, appartient tout d'abord au gouvernement au plus haut niveau, et les obligations sont énumérées dans notre Constitution, bien qu'on l'a déjà dit. On va apporter des aménagements dans la Constitution. Et les conventions des Nations Unies sur la discrimination contre la violence faite aux femmes, aussi la discrimination, la Convention internationale des droits de l'enfant pour les filles. Et on devrait déjà, il y a d'autres textes nationaux également, on devrait déjà se mobiliser pour élaborer des plans d'action nationaux pour combattre l'exploitation, la violence basée sur le genre et assister les victimes de violences que nous appelons toujours les survivantes. Ces mesures comprennent l'établissement d'organismes spéciaux pour protéger les droits des femmes et des filles, réformer le système de justice, former la police. Je vois, il y en a pas mal là. Hein? Former la police, les autorités judiciaires, le personnel scolaire et éducatif et prendre des mesures très énergiques contre ceux qui exploitent les filles et les femmes. Donc, si les femmes sont des exploiteurs, si les femmes exploitent aussi, on doit prendre ces mesures contre les femmes également. Mesdames, Messieurs, des relations entre États s'établissent. Des rapports de clans, de religion s'établissent également. Mais les passerelles qui relieraient les êtres humains entre eux, nous-mêmes femmes, entre nous aussi, ces passerelles-là, une fois en Haïti, c'est pas celle qui doit nous rendre plus solidaires pour éviter ce qui se passe actuellement en Haïti. C'était une seule fois qu'on avait eu ces passerelles en Haïti. En 1803, au moment de notre indépendance, ça nous manque encore. Il faut nous ressaisir. Il appartient à nous tous ici présents. Bon, je ne sais pas si les autorités judiciaires sont là, mais l'institution policière est là. Institutions policières, organismes internationaux et tous les niveaux de la société civile de veiller à ce qu'on accorde une priorité urgente au respect et à la promotion des droits des filles et des femmes. Ce n'est pas seulement dire qu'il faut nous là, mais il faut nous travailler pour nous arriver là à tout. Le gouvernement n'y parviendra pas seul. Tous les partenariats sont utiles pour améliorer les mesures législatives. Il n'y a pas de parlement maintenant, mais il y en aura. Les actions policières et les programmes d'aide aux femmes et aux filles. Pour ce faire, le gouvernement et les médias doivent se concerter pour promouvoir le respect
des droits des filles et des femmes en utilisant des campagnes publiques d'information, avoir des reportages médiatiques, une surveillance plus sophistiquée et un meilleur partage des informations et l'éducation à la citoyenneté. Enfin, mesdames, messieurs, sans perdre de vue que le réalisme économique et financier conditionne le succès de toute politique pénale et sociale, c'est-à-dire que toute bagage ça a besoin des moyens. Ce travail que nous allons faire maintenant au niveau des ateliers nous donne l'occasion de nous engager de façon concrète en faveur des femmes et des enfants. Des actions de rectification urgentes deviennent pour nous un impératif catégorique, faisant fi des beaux discours, car l'avenir de beaucoup, de milliers d'êtres humains dépendent de notre volonté. Donc, ce n'est pas seulement discours, dans l'atelier, il faut nous écrire des bagages concrets. Alors, comme perspective, quelques propositions. Nous devons avoir une unité spécialisée à la direction centrale de la police judiciaire, DCPJ, chargée non seulement de prévenir, d'intervenir et de préparer des dossiers de VGB, violence basée sur le genre, mais surtout de collaborer avec les autorités judiciaires, surtout avec les parquets spécialisés, disons des parquetiers, et au niveau des tribunaux de première instance et des juges d'instruction pour travailler sur ces dossiers. Ajouter, ça c'est le gouvernement, ajouter des crédits budgétaires pour que la police et la justice puissent s'acquitter de leur mission d'enquête et de poursuite. Enfin, je termine ici. Servir la cause des femmes et des jeunes filles est une entreprise particulièrement fascinante et d'une importance unique, comme l'a si bien dit Antoine de Saint-Exupéry. Être un homme ou être une femme, c'est sentir, en posant sa pierre, l'on contribue à changer le monde. Donc, moi je connais, nous avons un paquet de bagages qui va le temps nous atelier là, pas prétendre encore. Mais chaque ça n'a dit là, l'atelier, chaque ça nous va l'écrire là, c'est des bagages qui pour faire pays à marcher, qui pour faire conférence nationale, tout l'autre chantier pour faire au marché. C'est femmes nous comptons sur nous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à toutes. Je voudrais d'abord dire que j'avais été assez surprise lorsque j'ai été contactée par le ministère à la condition féminine au sujet de ce symposium et la demande de faire une intervention. La question que je me suis posée, pourquoi un énième symposium? Parce que les noms soient différents, ce n'est pas la première fois que cet exercice est fait. Et compte tenu de l'absence de résultats à date, on est en droit de se poser la question, pourquoi ce choix? Et ce choix, je le questionne d'autant plus que, même si ce panel, on demande à l'état des lieux, des gens extérieurs, ok, mais le gouvernement lui-même ne présente pas un document à ce sujet. Le Premier ministre tout à l'heure a indiqué que ce n'était pas une présence figurative des femmes. C'est très bien de le dire, on adhère absolument des deux mains et des deux pieds. Par contre, les faits sont têtus. Dans les nominations qui sont faites, et je prends pour exemple la commission qui va s'occuper du code pénal, il n'y a qu'une seule femme. OK?
L'autre commission qui doit préparer la conférence nationale, c'est la même chose. Donc, le dire chaque fois, ok, c'est un engagement, mais je dois dire, ça fait plus de 30 ans que chaque gouvernement nous répète la même chose. Ok, donc moi, soyons honnêtes, on n'est pas prêt à le faire, ne le faites pas, mais il faut arrêter de nous raconter, oui, que c'est une priorité. L'autre chose qui est importante, c'est que même dans ces commissions, par exemple, une question aussi importante que le code pénal, et je rappelle que s'il y a eu des avancées en termes de changement juridique dans cette société, ça a été le fait des organisations de promotion et de défense des droits des femmes, particulièrement les féministes, et des organisations de droits humains. Ce ne sont pas les corporations juridiques qui ont fait avancer. Et chaque fois, lorsque nous observons l'évolution de notre société, qu'est-ce que nous pouvons noter? Que les périodes de transition peuvent être des périodes favorables à des changements. Je prends pour exemple, encore une fois, le ministère à la condition féminine. Durant la période de 2004-2006, ça a été, au-delà des premières années de sa création, où celle qui avait promu l'existence dirigeait le ministère, mais ayant fait le choix de ne pas être des personnes politiques, se sont retirées après avoir mis en place et n'ont jamais revendiqué le poste de ministre à la condition féminine, alors qu'elles en auraient le droit, elles ont les capacités et les compétences pour le faire. Donc, je voulais signaler que pendant ces périodes de transition, c'est là qu'on a observé que le viol a pu être criminalisé en tant qu'agression sur la personne, sur les femmes, et avec une optique, une vision qui permet au pays de pouvoir se servir de ce texte, qu'il s'agit d'agression sur les femmes ou les individus de sexe masculin, comme ça s'est vu à la MINUSTA, qui avait violé ces garçonnets dans le Sud. Si le texte avait été écrit en disant « violence sous femme », on n'aurait pas pu s'en prémunir. Et c'est ça la vision féministe, c'est de mettre les personnes au cœur des interventions en ayant un accent particulier sur les femmes, mais rendre l'approche qu'elle soit vraiment inclusive en termes de droits humains. Et pour moi, c'est surtout ça. L'autre élément qu'il importe de rappeler, et je le souligne à l'attention de la ministre particulièrement, c'est qu'un travail de recentrage et restructuration a été fait durant cette période et documenté sur base de recherches, d'études, etc. Cependant, chaque titulaire qui, on observe depuis cette période-là, les 2009 et jusqu'à date, change chaque fois, ajoute des instances, on ne sait pas, et le ministère se retrouve être très souvent un lieu de chef-bouquement, de rassemblements très joyeux, on est tous en maillot, à des slogans extrêmement forts, nous pourrons craser tel bagaille. Le pays est fatigué d'entendre des slogans. Le pays a besoin de réflexion et d'action. C'est pour ça que moi, j'ai questionné. On va encore faire des ateliers où tout le monde va dire une opinion. Je pense qu'il y a moyen d'arriver à développer davantage des stratégies en faisant le travail avec d'autres méthodes. Mais cela dit, c'est votre choix. Je voulais signaler deux derniers exemples de choses qui se sont faites pendant les périodes de transition. C'est l'introduction, avant que ce soit inscrit dans la Constitution, du quota de genre lors des élections. Ça s'est fait bien avant. Dans les lois électorales, la question qui a avoir 30% de femmes était déjà là. Et puis, la question des politiques publiques. On a pu en avoir deux, mais malheureusement, force est de constater que ça reste des documents qui ne sont pas appropriés en général dans les instances étatiques et dans la société civile aussi, il faut bien le dire, et qui ne sont pas mis en œuvre. Cependant, encore une fois,
et je me sens parfaitement légitime pour le dire, notamment concernant la politique concernant les violences faites aux femmes, qui, tout en n'ayant pas été mise en œuvre, on va dépenser de l'argent pour... On va faire une évaluation. De quoi, je ne sais pas. Il y a un souci. Ça veut dire on ne peut pas se contenter de produire des documents, on applaudit, on fait une belle cérémonie, on le présente, et puis le travail qui doit suivre, qui n'est pas un travail de représentation, qui est un travail des équipes du ministère, en collaboration avec des partenaires pour concrétiser les choses et pouvoir faire un suivi et les apprécier. À cet égard, je voudrais dire que ce n'est pas oui dire que nous savons que le ministère a une feuille de route. Comme la critique est constamment faite, et je fais partie de ces personnes-là, le manque de transparence des autorités de la transition. Il y a une feuille de route, de la même manière que vous avez pu envoyer l'invitation pour le symposium. Pourquoi? Parce que sur quelle base est-ce qu'on va apprécier l'action gouvernementale? OK? Donc, c'est remarque-là, je voulais le faire. Et puis, ce serait bien aussi de nous dire, par rapport à cette volonté déclarée d'avoir plus de participation féminine, est-ce qu'il y aura un changement dans le budget du ministère? Parce que c'est bien de dire les choses, parce que oui, il y a de l'argent pour plein de choses. OK? Et puis, est-ce que le ministère aura un budget qui lui permet au moins de faire certaines choses? Rien n'est plus sûr. Ces préliminaires étant posés, je vais rapidement parler sur la violence. Tout d'abord, je devrais dire, on ne peut pas, en tout cas, moi je n'ai pas cette prétention de dire que c'est un état des lieux. Un état des lieux se base sur un ensemble de données qui ne sont pas disponibles. On peut avoir un panorama de la situation. OK? La première remarque, c'est qu'on n'a jamais autant parlé de violence envers les femmes. Tout, ça veut dire, et notamment, et ça a été l'action de la communauté internationale, tous les groupes, tout le monde s'occupe de violence envers les femmes. Partout, à ce moment-là, une question se pose, comment se fait-il que non seulement le phénomène n'est pas freiné, et il n'y a pas de prise en charge vraiment? Ça se limite à vraiment des choses de visibilité. Et ça empoisonne le milieu. OK? Tout le monde ne peut pas s'occuper de VBG. Et puis comment? Ça fait beaucoup de tort à des femmes quand des gens qui ne sont pas préparés à faire de la prise en charge. Mais ça, comme pour les rapports, ce qui compte, c'est le quantitatif, ce n'est pas la qualité. Et ça, dans le mouvement féministe, nous indexons constamment la communauté internationale, qui d'ailleurs, dès 2010, a fabriqué un tas d'organisations. Une fois que les financements sont finis, on n'en entend plus parler. Et puis, il y a une autre génération, dès qu'il y a un autre effet de mode, mais il faut arrêter cette chose-là. Et chaque fois qu'on parle de violence, le discours concernant Haïti est toujours insultant. C'est comme si c'est en Haïti qu'il y a de la violence envers les femmes. C'est toujours une chose particulière. Après le séisme, on a voulu nous faire croire qu'il y avait une épidémie de viol. Monsieur Conny est médecin, il pourra vous expliquer qu'une épidémie, c'est une maladie, et puis on crée un vaccin comme on a fait pour le Covid. Beaucoup j'entendais dire ça pour les États-Unis, pour la France, pour n'importe quel pays. Il y a autant de violence envers les femmes en Haïti que dans ces pays. Mais c'est toujours particulier, et on nous pose la question aux organisations féministes. Pourquoi y a-t-il de la violence envers les femmes? Comme si ce n'est pas une chose connue depuis plus de siècles. Avec l'émergence du féminisme qui a étudié les rapports de domination. Mais c'est parce que quelque part ça traduit le fait qu'on ne nous considère pas comme notre population comme étant l'égale des autres. Ça veut dire ces problèmes de relations sociétale qui se pose, eh bien, elle se pose en Haïti, comme elle se pose à New York, ou bien, je ne sais pas, à Bordeaux. Mais on doit toujours essayer de... C'est particulier. OK? Ça, c'est la première chose que
qu'il faut indexer. Maintenant, les exactions des gangs, on les connaît, elles sont multiformes. Mais en ce qui concerne la violence spécifique envers les femmes, il est important de les appréhender correctement. De quoi s'agit-il? Les hommes des gangs, ils opèrent dans le même registre que les hommes qui ont un rapport toxique aux femmes pratiquent. Premièrement, la violence, c'est une manière d'affirmer la virilité. La capacité de violenter, plus elle est grande, plus elle témoigne d'un certain pouvoir. Donc, les gens des gangs ne se distinguent pas du citoyen ordinaire lambda. Les moyens utilisés peuvent être, ou du moins les modalités, peuvent être différents. Et le danger qu'il y a actuellement, c'est que les violences perpétrées par les gangs, en particulier les violences envers les femmes, comme ça se fait de manière spectaculaire, ça tend à occulter la violence quotidienne perpétrée par des citoyens, la violence entre guillemets ordinaire. Et on en arrive notamment avec certains segments qui soutiennent les actions prétendument de lutte contre la violence, c'est qu'on l'a déjà vécu en 2010, des femmes qui sont victimes d'un conjoint, de quelqu'un de leur quartier, hésitent à le déclarer en tant que tel pour être sûres d'être prises en charge, parce qu'il faut être la victime et ça doit être l'identité des gens. Eh bien oui, il faut qu'on dise son gang qui t'est fait. Sauf que même si ce n'est pas vrai, en 2010, on a vécu la même chose. Des femmes violentées qui, pour avoir accès aux services, déclaraient que c'était dans le cadre du séisme. Donc, c'est des questions réelles. Et ce biais-là de vouloir que les personnes qui ont subi des actes, qui ont été violentées, que leur identité reste et demeure une identité victimaire. Non, malheureusement, on est dans une société, c'est ce statut-là qui donne accès aux services trop souvent, malheureusement. OK? Pas le statut d'être humain de personne. Donc, il me semble qu'il est important, dans le contexte actuel, de chercher à bien appréhender les bouleversements qui induisent la crise multiforme que nous connaissons, mais aussi de tenir compte des mutations sociales qui se sont produites dans notre société au cours des 2 dernières décennies. Que des choses nous plaisent ou pas, il y a ces changements. Les changements sont au niveau des courants religieux, au niveau de la mosaïque des organisations et de leurs différents ancrages et des ancrages douteux. Il faut pouvoir en tenir compte. Les aspirations que les personnes qui ont moins de 30 ans, qui est la grosse majorité, c'est quoi les aspirations? On est toujours dans, malheureusement, des schémas de vision comme si Haïti était figé dans le temps. Ce n'est pas vrai. Quand on regarde dans la paysannerie, il n'y a aucune famille qui souhaite que son enfant travaille la terre, puisque après 2 siècles, on est toujours aux mêmes instruments aratoires. Pourquoi est-ce qu'il devrait vouloir travailler la terre? Quand j'entends des gens dire, oui, les déplacés, bien, que retourner dans le pays. Et pourquoi? Certains auraient le privilège de pouvoir essayer de vivre avec un certain confort, d'avoir accès à certaines choses, et d'autres seraient condamnés à ça. Et en prenant justement cette perspective d'être centré sur les personnes, je pense qu'on est capable à ce moment-là de voir des stratégies. C'est bien de consulter de manière large les gens, mais il faut savoir les limites de ce type d'exercice. Parce que les gens expriment beaucoup de choses sur différentes bases, leurs émotions. Maintenant, à partir de ça, il y a un travail à faire. Il ne s'agit pas de collecter les 10 mounios et puis d'en faire une liste, d'épicerie. Ce qui nous amène à dire que, quand on dit les femmes dans la transition, de quoi s'agit-il exactement?
La présence, certainement, symboliquement, c'est extrêmement important, la représentation. Mais maintenant, pour en faire quoi et sur quels aspects? Cette feuille de route, qui à date formellement est inconnue, devrait quand même être déclinée sur base des politiques publiques qui existent déjà. On ne peut pas chaque fois faire comme si on part de zéro. Non, on ne part pas de zéro. OK? Et un élément extrêmement important, la transition, ce gouvernement-là, ni le prochain, ne pourront pas résoudre tous les problèmes auxquels la population, féminine en particulier, est confrontée. Par contre, il peut créer le cadre pour parvenir à la résolution. Mais il ne faut pas, oui, on va régler. Non, pas un monde qui a réglé, aucun gouvernement là qui a réglé le problème de travail, problème. Par contre, est-ce que le cadre où cela va être possible, rendu possible, pourra être posé? En ce sens, il y a un tas de choses simples que déjà qui pourraient être faites. Faire appliquer les règlements. Nous avons au niveau de l'état civil, c'est une conquête, la loi sur la paternité responsable. Mais ces documents-là, au niveau de l'état civil, ne sont toujours pas disponibles avec les changements ou cette histoire de, vous comprenez, petite dehors naturelle continue à perdurer. Des discriminations aussi simples, c'est quoi l'affaire quand on va dans un ministère, il y a un planton qui est là pour estimer madame n'aurait pas pu rentrer, sauf si on connaît son chef, parce que ses épaules sont dénudées. C'est quoi ça? C'est quoi que l'ONU ne fasse pas les photos des gens parce qu'ils ont trouvé mal habillés? Donc, c'est des choses du quotidien. Ensuite, la question de lois qui n'ont jamais été promulguées quand elles ont été votées. Nous avons la loi, tout le monde, tous les politiciens, on est toujours en faveur des plus pauvres. Mais qui sont les servantes? C'est les femmes bourgeoises qui sont les servantes dans les maisons. Pourtant, cette loi n'a jamais, elle a été votée depuis 2009, jamais promulguée. OK? Et je pourrais en citer tant d'autres. Donc, il faut une volonté politique réelle pour avancer. Et concernant la violence spécifique envers les femmes, vous voulez avoir un véritable état des lieux? Il importe que le ministère travaille réellement sur un système national de données fiables et probantes. Et pour que cela se fasse, il faut que le ministère arrête de torpiller la concertation nationale contre les violences faites aux femmes. Depuis des années, un seul, on demande, ça veut dire les incompréhensions sont tellement graves. La société civile ne peut pas être dans le gouvernement. Il s'agit, on a les avocats, les juristes se sont pensés, voici la formule. Ça demande une décision au Conseil des ministres pour formaliser ça. Depuis le temps, jamais. Le ministère ne désigne formellement jamais quelqu'un pour siéger à la concertation. Mais on en parle. Mais bon, c'est bien d'en parler, mais concrètement. Donc, merci d'arrêter de torpiller et de faire quelque chose de concret et de respecter les attributions du ministère. Le ministère n'est pas un ministère de service direct. Il ne peut pas donner des soins de santé, mais il doit s'assurer que les femmes sont bien accueillies au MSPP. Il doit s'assurer, pas qu'à régler le problème femmes paysannes, mais s'assurer qu'au niveau du ministère de l'Agriculture, c'est ça la fonction transversale. Mais le problème, et je le dis, et ce n'est pas la première fois, et les prises de position dans le mouvement féministe sont publiques. Chaque ministre qui vient pense à changer les attributions, sans même avoir fait un bilan de ce qui s'est fait. Mais, donc, il faut qu'on arrête. Si on parle d'harmoniser, l'harmonisation doit d'abord se faire à ce niveau-là. Regardons ce qu'il y a, qu'est-ce qui peut être amélioré, qu'est-ce qui va dans le bon sens. Donc, pour conclure, je dirais que c'est extrêmement important de se pencher sur la question de la violence, mais il est tout aussi important de se rappeler que la violence n'est pas le seul problème des femmes.
Et c'est une manière réductrice, quand on parle des Haïtiennes, de les cantonner uniquement en violence. Ce qui définit comme si ce serait existentiel pour nous, la chose qui nous définit. Nos combats ne nous définissent pas, notre résistance ne nous définit pas, c'est notre côté victimaire qui nous définit. Non, nous avons aussi des problèmes économiques, nous avons des problèmes de formation, nous avons des problèmes d'accès, et notamment l'éducation, le fait de l'éjection des filles, parce qu'elles ont été enceintes, parce qu'elles ont eu un enfant, du système éducatif. OK? Ça, c'est un élément qui contribue à ce que les femmes soient moins bien équipées. Donc, il serait bien que le ministère prenne la peine, OK, de faire des séances de travail pour regarder ce qui a été fait, ce qui existe, qu'est-ce qu'on peut pousser plus loin. Mais c'est vraiment important de garder en mémoire que nos seuls problèmes ne sont pas... c'est un problème très grave qui doit être traité correctement, mais ce n'est pas le seul. Merci. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Monsieur le ministre délégué, Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et coordinatrice résidente et humanitaire, Mesdames, Messieurs, chers collègues, Mesdames, membres des organisations de la société civile, Mesdames, Messieurs des médias. J'ai un devoir qui n'est pas très difficile, je pense, parce que je suis déléguée par Madame Ulrika, qui est ici coordinatrice humanitaire, au nom de l'équipe humanitaire pour parler et présenter la stratégie humanitaire pour le renforcement de la prévention et la réponse inclusive aux violences basées sur le genre en Haïti. Mais permettez-moi, en tant que représentante d'une organisation qui se soucie des femmes, revenir juste sur un point. Je ne vais pas être longue. C'est un point où je me suis sentie interpellée en écoutant mes collègues panélistes. C'est la question de la participation des femmes à la fois dans les élections, mais à la fois aussi à la conférence nationale. Elle a parlé de la force des femmes. Les femmes sont très fortes, c'est vrai. Les femmes ne sont pas toujours fragiles. C'est vrai, elles le sont dans un pays en crise. Et c'est ça qui nous est rappelé par la résolution 1325, on en a parlé ce matin. Donc, je voudrais justement revenir sur ce point parce qu'en Haïti, on a des femmes qui sont disponibles, qui sont fortes, qui sont formées, qui sont préparées, qui sont prêtes à contribuer dans le processus en cours. Je pense, Madame la ministre doit avoir la liste de toutes les femmes et dans tous les départements. Cela, c'est quelque chose qui va éviter à ce que si on veut désigner les femmes, si on veut prendre les femmes pour leur donner un rôle de leadership au niveau du processus en cours, qu'on ne dise pas que les femmes ne sont pas disponibles et qu'elles ne sont pas là. Parce qu'il y en a. Il y a une formation qui a commencé en 2021 dans le cadre de l'Académie du leadership féminin. Elle a rendu disponibles les femmes. C'est vrai qu'il y en a qui sont partis, mais il y en a encore qui sont disponibles. Un deuxième petit point, c'est le contexte dans lequel le processus politique et le processus électoral va s'organiser. On est en train de parler des violences basées sur le genre et les violences électorales doivent être considérées. Et si elles sont considérées, elles sont la raison de la démotivation de certaines femmes qui pourraient bien se porter candidates, qui pourraient bien participer à l'observation des élections,
parce qu'il faudrait que, justement, elles soient aussi concernées par l'observation, mais aussi comme électrices. Mais malheureusement, il y en a qui se retirent juste parce qu'elles ont peur des violences électorales. Et donc, pour ça, il est proposé qu'il y ait des mesures incitatives, temporaires, qui ne vont pas durer, qui ne vont pas rester, mais que des mesures incitatives soient prises pour inciter les femmes à participer dans tous ces processus qui sont en cours pendant cette période de transition. Pour revenir sur le sujet du jour qui m'a été demandé de vous présenter, il s'agit, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la présentation de la stratégie de l'équipe humanitaire pays pour le renforcement de la prévention et la réponse inclusive aux violences basées sur le genre en Haïti. La situation humanitaire en Haïti s'est détériorée avec l'intensification des violences armées, exposant les femmes et les filles à des risques accrus de violences basées sur le genre. J'insiste sur le mot « accru » parce que, comme la précédente oratrice l'a si bien dit, il y a déjà des violences, mais maintenant elles sont accrues par rapport à la situation avant la crise. L'état des lieux des violences basées sur le genre, je vais juste vous donner 4 petits chiffres en disant que 94% des femmes et des filles sont à risque de violence en Haïti et que 72% des incidents des violences sont des violences sexuelles. Les femmes et les filles représentent plus de la moitié des 580, environ 600 personnes déplacées en Haïti et 2% de cas jouent le rôle de leadership dans les sites, au moment où 15% jouent le rôle de participation à la distribution qui est faite dans les sites. Alors, quels sont les objectifs de cette stratégie des Nations Unies? Les Nations Unies, les organisations internationales, les organisations nationales qui font partie de l'équipe humanitaire. Le premier objectif est de renforcer l'accès aux services pour les survivantes. Il faut améliorer, deuxième objectif, la coordination entre les acteurs. Tout à l'heure, on disait qu'on a plein d'acteurs sur la question des violences. Il faut donc améliorer la coordination entre les différents acteurs humanitaires. Il faut promouvoir l'autonomisation économique des femmes et des filles vulnérables et accroître la participation des femmes dans la gestion humanitaire. C'est là les 4 objectifs de cette stratégie. Les principaux défis identifiés par les acteurs humanitaires se résument en 4 grands points. Le premier point, c'est l'accès limité aux services de santé et de soutien psychologique, le faible accès à la justice pour les survivantes, le manque de structures d'hébergement adéquates, la dépendance économique des survivantes, qui fait que souvent on observe des récidives, des violations, parce qu'elles n'ont rien, même si elles sont déjà survivantes. Le dernier défi, c'est la coordination qui est insuffisante entre les acteurs de la réponse et qui nécessite un référencement pour bien jouer le rôle et rendre tous les services disponibles aux survivantes. L'approche stratégique est centrée sur les survivantes en mettant en place des actions spécifiques pour améliorer l'accès aux services, renforcer la résilience des femmes et des communautés affectées et prévenir les nouveaux cas.
le renforcement des services de santé va beaucoup plus s'appesantir sur l'amélioration de l'accès aux soins médicaux et psychosociaux pour les survivantes. La formation du personnel de santé pour une prise en charge inclusive, la mise en place d'équipes mobiles de santé, la systématisation du certificat médical. Et là, j'y insiste parce que les rapports qui parviennent aux acteurs humanitaires, c'est que le certificat médical n'est pas systématiquement offert aux survivantes qui en ont besoin. Et il y a plusieurs raisons qui sont évoquées, certaines étant que les services ou les centres sanitaires n'ont pas de possibilité d'imprimer ces certificats. Et cela fait qu'ils demandent aux femmes, aux survivantes de devoir payer, alors que normalement, c'est un service qui doit se donner gratuitement. Il y a toujours la question de référencement qui se pose au niveau de tous les services pour que la femme puisse avoir une assistance complète. Par rapport à l'accès à la justice, il y a nécessité de former le personnel judiciaire sur la gestion des cas de violence sexuelle et insister pour le plaidoyer pour la création de pôles judiciaires spécialisés, les renforcer, surtout les équiper, les renforcer. Le soutien légal aux survivantes, le système de référencement encore au niveau de la justice et le renforcement des capacités de la police. On insiste par rapport à l'accès à la justice et on insère la police et la justice parce que la question qui se pose, c'est que les survivantes, justement, qui arrivent à la police doivent pouvoir être référées aux autres services qui peuvent les soulager, parce que souvent, là, c'est un rapport, mais il faut absolument qu'il y ait la suite à ce rapport et ne pas laisser la femme ou la jeune fille partir juste après avoir été enregistrée sans pouvoir bénéficier d'autres services. Concernant l'hébergement, il est temporaire, bien évidemment. On ne va pas penser à un hébergement qui va permettre aux femmes de rester longtemps, mais au niveau de ces hébergements temporaires, il faut renforcer la capacité d'accueil des centres, fournir des ressources matérielles et humaines pour la prise en charge des survivantes qui viennent dans ces centres et accompagner les survivantes pour leur réinsertion socio-économique. Et c'est ce qui encourage les femmes à vouloir sortir de ces hébergements temporaires, sinon elles risquent de s'éterniser dans ces hébergements. Il y a toujours la question du système de référencement qui revient parce qu'il faut absolument permettre à ces femmes, même si elles sont hébergées, elles ont besoin d'autres services, donc il faut pouvoir les référer à d'autres services. L'autonomisation économique nécessite des centres de formation parascolaire. Tout à l'heure, on a parlé des filles qui abandonnent l'école, qu'il faut absolument aider et leur trouver une solution, parce que souvent, elles abandonnent l'école sans moyen de pouvoir se prendre en charge, et souvent, elles tombent justement dans un contexte qui ne leur permet pas de faire leur vie, alors que si on arrive à organiser ces centres de formation qui va leur permettre d'apprendre un métier, ça leur permettra de pouvoir gagner leur vie. C'est ainsi donc qu'il faut penser au soutien à des projets d'autonomisation économique pour les femmes et filles vulnérables,
et la mise en place de mutuelles de solidarité pour que ces femmes ne se sentent pas, que chacune ne se sent pas individuelle ou séparée, c'est mieux de pouvoir les regrouper. Et en même temps, si elles ont encore des difficultés, il faut identifier ces difficultés et savoir leur donner un accompagnement intégré. Par rapport au leadership dans la gestion des crises, il va falloir augmenter la participation des femmes dans la gestion des sites de déplacés. C'est une façon de prévenir certaines violences basées sur le genre en donnant la responsabilité aux femmes et filles dans les sites de déplacés pour savoir comment gérer ce qui entre, mais aussi la vie dans le site. C'est très important. Renforcer les capacités des femmes au niveau communautaire, parce qu'on sait que toutes les déplacés ne sont pas dans les sites. On a beaucoup de déplacés qui sont dans les communautés d'accueil, et malheureusement, au sein de ces communautés d'accueil, on observe beaucoup de violences. Et en Artibonite, par exemple, on a identifié, on parle de 70% de cas de violence au sein des communautés d'accueil. Et c'est donc pour cela qu'il faut renforcer les capacités de ces femmes qui sont dans les communautés d'accueil. Ce qui est important ici et qui est transversal, c'est l'identification des femmes qui vivent avec un handicap. On ne voudrait pas continuer à considérer toutes les femmes survivantes de la même manière, parce que celles qui vivent avec un handicap ont besoin d'une attention spéciale. Donc, il va falloir les identifier et leur apporter des solutions adéquates. On a parlé du problème de données, des données des victimes ou des survivantes des violences. Il va falloir mettre en place un système harmonisé de collecte de données sur les violences basées sur le genre. Tout à l'heure, on parlait de beaucoup d'intervenants dans ce secteur qui n'arrivent pas à être coordonnés pour être sûr que les femmes qui se font enregistrer par une organisation X ne sont pas les mêmes qui se font enregistrer par l'organisation Y. Donc, il va falloir établir ce système et le mettre en place pour savoir réellement et avoir des données réelles, en temps réel, sur les victimes, les survivantes des violences. Et on va penser à l'identification des personnes handicapées aussi, comme je le disais, lancer le système MARA pour l'analyse des données sur les violences sexuelles et équiper en informatique les centres qui seront ciblés, y compris la PNH. Je parle de la PNH comme je voudrais parler aussi des centres de prise en charge, parce que si on veut établir ce système de référencement, il va falloir nous assurer que les centres cibles qui auront été identifiés dans les différents départements puissent être reliés entre eux pour que l'information donnée par la femme au centre d'entrée soit revue et retrouvée au niveau de tout le système. Ça va empêcher que la femme soit obligée de raconter la même histoire chaque fois qu'elle entre dans un service, parce que c'est quelque chose qui la dérange psychologiquement. Donc, si une fois la femme entre par la police ou la femme entre par un centre de santé ou par une organisation de la société civile, elle donne son histoire et ça sera enregistré et ailleurs on va voir cette histoire pour ne pas devoir lui demander de raconter la même histoire. En termes de coordination et collaboration, il faut absolument renforcer la coordination entre les acteurs humanitaires, mettre en place la mise en place régulière de la matrice 5W sur les capacités des acteurs
et assurer la collaboration renforcée avec les acteurs travaillant sur le mouvement des populations. Par rapport à l'amélioration de l'accès aux services, il faut mettre à jour les cartographies de services, savoir qui sont réellement en train de travailler sur les questions des violences basées sur le genre. Et comme ces organisations ou ces acteurs sont très nombreux, cibler des centres pilotes, au moins pendant cette période de transition, cibler les centres pilotes pour les systèmes de référencement. Parce qu'on sait qu'on ne pourra pas renforcer 1000 centres qui sont éparpillés dans les différents départements, mais il va falloir identifier peut-être certains pour pouvoir les mettre en réseau et assurer le système de référencement. Il faudra donc renforcer ces centres de prise en charge qui auront été ciblés, former les opérateurs des hotlines et renforcer les capacités des systèmes de référencement et traduction en créole et en braille pour que toutes les femmes puissent être en mesure de savoir ce qui les attend ou quels services sont offerts par les différents centres. Je voudrais terminer ici en disant que cette stratégie des acteurs humanitaires vise à renforcer la prévention et la réponse inclusive aux violences basées sur les genres. Nous appelons donc tous les partenaires à s'engager pleinement pour soutenir la mise en œuvre des actions proposées avec, évidemment, la coordination par le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes. Je vous remercie. Donc, je remercie ces dames pour leur intervention. Alors, nous allons prendre 10 minutes. Est-ce que vous avez des questions? Ceux qui ont des questions, qu'ils lèvent la main. Si vous avez une question sur l'un des 4 sujets abordés, qu'est-ce que vous voudriez savoir avant que je puisse prendre une petite pause pour refaire la salle et la préparer pour l'atelier? Y a-t-il des questions? Je n'ai pas seulement une question, mais aussi j'ai quelque chose à ajouter sur la question de quota que vous avez parlé tout à l'heure. Moi, j'ai un petit problème avec le quota. Parce que déjà, je trouve que c'est discriminatoire. Quand vous dites, par exemple, le quota de 30%, et c'est pas un débat, et je me demande, est-ce que le problème n'a posé ou pas supposé poser et depuis à la base. Parce que le problème de quota, par exemple, je me demande, est-ce que nous pas supposé et critères ou du moins cadre participatif des femmes, dans le sens que par rapport à capacité, compétences. Même au niveau des collectivités, par exemple, j'ai un plaidoyer que je fais et j'exige, par exemple, que certaines communes auraient pu avoir 2 femmes et un garçon au lieu d'un garçon et une femme. Parce que ce n'est pas une question de quota à 30%, mais c'est une question de capacité. Qui est-ce qui est capable? Est-ce que si, par exemple, mesdames sont capables, est-ce que c'est pas plus bon que nous cadre ça? Maintenant, critères participatifs des femmes, est-ce que c'est pas bon que nous pour nous capables et mieux formuler et articuler des démarches participatives des femmes dans la vie politique haïtienne? Merci. Alors, il voudrait qu'il y ait 70% des femmes et 30% des hommes. Tu vois, moi, j'adore ça. La remarque que je voudrais faire, je l'ai dit à madame, qui a fait une présentation sur les priorités que les humanitaires veulent faire. Je lui ai dit que moi, j'étais extrêmement choquée, puisque d'entrée de jeu, on ne signale pas un document qui a un effort national, qui a été produit par les Haïtiennes elles-mêmes, qui s'appelle le Plan national 2017-2027 de lutte contre les violences faites aux femmes. Et tout ce qui est dit comme axe, y compris comment ne pas avoir des doublons, l'axe sur le système de référence et contre-référence, l'axe sur la collecte des données. Je pense que quand même, et c'est ça qui est souvent gênant, on parle de s'harmoniser. Comment pouvons-nous nous harmoniser quand tout le temps notre travail est occulté?
Donc, ça n'enlève rien au travail que l'humanité a fait. Mais mon Dieu, reconnaissez, ok? Et c'est pour ça, Madame la ministre, qu'il est important que vous vous vraiment attelez à diffuser et à vous assurer de l'appropriation de ce document. La deuxième chose, monsieur, merci beaucoup. On constate toujours qu'il y a des hommes pour donner des explications et des conseils sur comment les femmes doivent s'intégrer et comment elles devraient agir. Merci beaucoup de vos gros conseils, on les retient. OK? Par contre, ce qui est comique, je me permets d'employer ce mot, c'est que quand il s'agit de femmes, il faut dire, oui, mais avant, est-ce qu'elles sont compétentes? Parce que tous les hommes qui nous dirigent depuis 1804, c'est pour ça que le pays est dans cet état. Je rappelle que depuis la création de l'État haïtien en 1804, les femmes ont toujours été exclues de l'espace politique. Donc les hommes qui l'occupent, c'est parce qu'ils sont tellement compétents, tellement brillants, tellement conscients que le pays a un trou à nous et je dis. Le principe, c'est que les femmes sont des citoyennes à part entière. Elles ont le droit d'être dans les espaces. Ne serait-ce que simplement, de la même manière que tout homme citoyen a le droit d'y être. Maintenant, dans un second temps, par rapport à des objectifs poursuivis, on peut se battre pour que ce soit les femmes qui, dans un domaine, ont la maîtrise de ce dossier, soient dans cette place. Mais comment nous garder parlement qui ça parce que c'est elle, qu'est-ce qu'il y a? Oui, il faut des députés. On jugera des compétences après, mais l'exclusion des femmes d'abord sur base de ça. Et je signale à monsieur que le quota n'est pas une exclusion, c'est un mécanisme pour arriver à plus de participation. Et il n'est absolument pas question, il n'y a pas de critères de compétence de la même manière qu'on n'a pas pour les hommes. Surtout quand il s'agit de postes électifs, la preuve, nous avons vu qui ont été nos premiers ministres et nos présidents, n'en parlons pas. Mais si c'était des compétences, je crois que la liste serait nettement réduite. Donc, s'il vous plaît, faites-nous au moins cette considération. Arrêtez chaque fois de vouloir nous dire comment faire. On a une cervelle et nous sommes capables de nous en servir. Ce n'est pas une question, mais c'est de préférence une remarque. Donc, je suis de la Grand'Anse. On nous invite à chaque fois pour écouter, non pas pour participer. Quand je dis, ce n'est pas pour nous participer, il n'y a pas de place pour nous parler. Nous là pour nous écouter, applaudir. Donc, nous empilons là, femmes qui sont dans la région, quoique son situation difficile, moi-même, là, je ne sais pas comment je vais le tourner. Parce que jouer une place dans l'avion, ce n'est pas bagay qui facile. Il y a nord-est, il y a nord-ouest, il y a centre, il y a Grand'Anse, il y a sud. Donc, malheureusement, pas de yon nan nous a été choisi qui pour te parler. Nous faisons constat ça tout le temps. Il y a toujours cette discrimination à l'égard des femmes des régions. Nous sommes capables de parler tout. Il y a un pile de femmes qui forment tout. Problème yo tout côté. Ce n'est pas seulement dans la capitale là. Il y a des gens en déplacement. Les gens qui sont en déplacement, ils sont plus forts dans le département yo vini. C'est nous qui faisons face avec eux pour nous recevoir, pour nous accueillir, faire l'école pour les gens, avec mes moyens, nous ne pouvons pas même payer professeur. Et violence, c'est à longueur de journée, nous avons enregistré femmes, bandits en déplacement, à violer sous tout parcours. Et nous l'avons pour compte nous. Alors, c'était remarque ça, je pense l'autre fois, ce n'est pas invité, n'a pas invité, mesdames régions seulement, viennent tendre. Mais il faut que vous participez pleinement dans le sens que, pour vous avoir un discours par vous. Nous allons participer dans l'atelier, certes, nous allons placer mon nom, c'est vrai, mais nous voulons, faut que nous pensions à chaque fois, l'un a invité mesdames qui sont dans la région, dans une situation difficile, qui ont place pour vous parler
et parce que yo ka parler, nous avons problème pas nous qui différent de capital là pour nous exposer. Et m'a tout lancé appel là-bas, le Premier ministre, il a parlé inclusion assez souvent. Là, il dit, yo mettez femmes, c'est toujours femmes dans la capitale là. Ou pas, nous femmes qui sont dans la région, qui occupent poste ministre, qui dans direction générale, ou bien qui dans poste de direction autonome, qui dans CEP, c'est toujours femmes dans la capitale là. Donc, m'a dit non ça. Si pas de bagaille qui fait pour nous pallier à la situation ça, il va le déclencher sur l'autre conflit. Femmes Port-au-Prince avec femmes dans la province qui toujours là, mais nous toujours passer éponge. Moi-même, l'autre fois, je ne peux pas accepter encore. Ou chita à côté, il a cherché moun pour parler, et puis femmes dans la province là, femmes région là, il pas bon nous parler. Donc, merci pour l'invitation nous te fait. Son belle bagaille que nous avons continué à faire, mais je pense la prochaine fois, il faut que nous corrigions et cette discrimination à l'égard des femmes, des régions, il faut que les suspendent pour nous gagner place nous tout.